Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Connaissez-vous le principe de Peter? Principe de Peter. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, je vais vous le dire. Je cite, chaque travailleur tend à s'élever à son niveau d'incompétence. Chaque travailleur tend à s'élever à son niveau d'incompétence. C'est cela le principe de Peter. C'est une théorie, si on veut, tragicomique des années 70, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui a fini par tomber dans les oubliettes des rubriques rigolotes. En fait, le principe de Peter est un truisme qui se vérifie tous les jours. Il est omniprésent dans les pays sous-développés, dans les pays émergents. Chez nous, qui sommes des sous-développés émergents, c'est quasiment une constante nationale. Alors, qu'est-ce que ce principe de Peter? Imaginons que Mehmet est un très bon aide mécanicien. Il est très compétent, il est même meilleur que le chef mécanicien en matière de mécanique. Ses chefs le remarquent et ils sont très contents de lui. Un bon évaluateur aurait conseillé de le promouvoir au poste de mécanicien, d'augmenter son salaire, de lui consentir des privilèges, de le récompenser par toutes sortes de primes et d'indemnités. Mais ces chefs, admiratifs devant tant de compétences et qui ne sont pas eux-mêmes à leur place, qui ne savent pas évaluer, qui ne savent rien de la gestion, le bombardent chef mécanicien à la place du chef mécanicien qui, lui, était très bon dans la gestion des ressources humaines, même s'il n'était pas très bon en mécanique. Du jour au lendemain, l'excellent aide mécanicien qui était Mehmet devient un chef mécanicien exécrable parce qu'il ne savait pas commander ses hommes, ne savait pas lire les plans d'intervention, ni faire son état des besoins. Mehmet vient d'atteindre son niveau d'incompétence. Son employeur est doublement perdant, parce que d'abord, il donne un salaire élevé à un chef mécanicien incompétent, qui sabote le travail, qui fait fuir les clients, et qu'ensuite, il a perdu un très bon aide mécanicien. Mehmet aussi est perdant, parce qu'il ne peut plus jouir de la considération de ses camarades et de son employeur, qu'il a perdu sa confiance en soi et la satisfaction qu'il tirait du bon travail qu'il faisait, et qu'il ne veut surtout pas être rétrogradé à son ancien poste d'aide mécanicien. Ce serait une humiliation pour lui et pour Wisha, son épouse, qui depuis qu'il a été nommé est comme de l'huile sur l'eau dans son quartier. Avant d'atteindre son niveau d'incompétence, Mehmet était joyeux, énergique, bon vivant. Il chantonnait tout le temps en travaillant. Maintenant, il est tout le temps stressé, sur ses gardes. Il est sur la défensive à force d'essuyer des remontrances. Et il est de mauvaise foi à force de mentir sur son incompétence. Il est même devenu l'ennemi juré de ses anciens collègues qu'il perçoit comme autant d'ennemis. L'ancien chef mécanicien, qui était très compétent dans ses anciennes fonctions, est sur le point d'être nommé chef de parc. Et il va, lui aussi, à ce moment, atteindre son niveau d'incompétence, lui aussi. Donc, devenir l'allié naturel de Mehmet. Les deux vont être soudés par le ciment de l'incompétence et les deux vont se servir des moyens de l'entreprise pour corrompre leurs équipes ou les chasser s'ils leur font de l'ombre. La bonne solution pour tout le monde aurait consisté à accorder une solide augmentation à Mehmet et de le maintenir à son poste d'aide mécanicien ou à la limite de le promouvoir un petit peu en le gardant dans ses fonctions. Les gestionnaires qui étaient de mauvais gestionnaires se sont créés tout seuls, comme des grands, deux problèmes là où ils avaient deux avantages. Ils avaient un bon mécanicien et un bon chef mécanicien, ils les perdent tous les deux, en plus de leur payer des augmentations de salaire pour être des employés incompétents et qui font perdre de l'argent à l'entreprise. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, tout simplement
parce qu'en Algérie, hormis quelques technocrates effacés et oubliés de tous, qui font tourner la machine, pourtant, tous nos dirigeants, à peu près tous nos dirigeants, sont frappés par le principe de Péter. Ils ont tous atteint, ou presque tous, pour ne pas insulter les gens compétents et honnêtes, ils ont tous ou presque tous atteint leur niveau d'incompétence. Tout le monde, je dis bien tout le monde, y compris eux-mêmes, aurait gagné, et eux les premiers, à les maintenir à des postes subalternes, de sous-chefs de service à la mairie de leur belette, de mandataires au marché des fruits et légumes, ou surtout d'arracheurs de dents, car ce dernier métier exige une certaine qualité dont ils disposent et usent très largement, la harangue et le mensonge. Au lieu de cela, on les a bombardés, ministres, premiers ministres, président du Conseil constitutionnel, conseiller à la présidence, ouéli, général-major, patron du DRS, président de la République, etc., etc. Toutes les hautes charges du pays sont occupées par des Péter Mehmet. Et le résultat est là. Il est là. On ne peut pas ne pas le voir. Une conjonction d'incompétence, le triomphe de l'inaptitude et le souci ambiant de les cacher, de les travestir par du discours pétaradant, par du patriotardisme, par la chasse aux gêneurs que sont les gens compétents. C'est cela et rien d'autre qui a fait que nous nageons dans une situation à mourir de rire, si elle n'était pas à mourir pour de bon. C'est cela, c'est le principe de Péter qui a fait que nous vivons en Absurdistan, en médiocratie, dans une société qui a inversé l'échelle des valeurs, où la médiocrité trône du haut du minaret, pendant que la vertu rase les murs de la vie. Ce projet de constitution, dont on ne comprend ni son pourquoi, ni son comment, un texte qui est passé par les Péter Mehmet et qui a vraisemblablement été amputé de ce pourquoi il avait été concocté, montre à quel point nous subissons le principe de Péter et à quel point les dégâts occasionnés par l'incompétence systémique sont immenses, peut-être même irréparables. Il restait une seule chose à commettre, le dernier forfait qu'on puisse imaginer, mettre hors jeu toutes les vraies compétences qui avaient été contraintes de fuir le pays et qui menaçaient naturellement la mainmise de Péter Mehmet sur le pays. Alors, on a fait appel à la sempiternelle méthode de la révision constitutionnelle, une autre fois, une énième fois. Et des millions d'Algériens ont été tout simplement et de la façon la plus directe déchus de leurs droits les plus essentiels, celui d'être des Algériens à part entière. Et bien sûr, pour faire avaler cette incroyable pilule, les Péter Mehmet l'ont enrobé de ce qui peut sembler du papier cadeau, comme la très trompeuse officialisation de Tamazirt, dont on ne tardera pas à se rendre compte que la disposition n'est pas aussi évidente ni aussi réjouissante que certains croient. Les dispositions qui excluent, voire qui excommunient les Algériens de l'étranger de leurs droits citoyens et de leurs droits humains, s'ils ne provoquent pas une très vigoureuse levée des boucliers, s'ils ne suscitent pas une immense clameur contre ce régime qui tente de diviser les Algériens pour ouvrir la voie à des Péter Mehmet, vont être d'une gravité extrême contre le peu qui reste debout. Aujourd'hui. Euro-Algérie. Algérie, les concepteurs de la révision de la Constitution trahissent l'émigration. Par Chefia Mentaleshta. Tout désaide. Une constitution familiale pour un système ONI. Liberté. Avant-projet de la révision de la Constitution, incohérence et contradiction.
par Soufiane et Tiflis. Avec nous aujourd'hui par ordre alphabétique, Saleh Dabouz, président du bureau national de la LAD, Iskander Debesh, défenseur des droits de l'homme, Rachid Nekaz, président du MJC et ex-candidat au présidentiel. Saleh Dabouz, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. On devait vous avoir par Skype, malheureusement, il y a un problème de connexion, comme d'habitude. Alors, si Saleh, dites-nous d'abord votre sentiment. Je demande ça à tous les invités qui arrivent pour discuter de cet avant-projet de constitution. D'abord, donc, vos impressions, s'il vous plaît. Pardon, j'ai pas bien entendu. Je vous demandais vos impressions sur cet avant-projet. Oui, d'accord. Alors, premièrement, autant qu'il y a beaucoup de mots injectés à la Constitution en cours et quelques changements dans certains, je dirais entre guillemets, phrases, parce que ça devient, on tend vers un texte océan avec, on intègre des dispositions qui ne devraient pas être normalement intégrées à la Constitution. C'est des détails qui doivent être traités par des lois internes. Autant on est dans la même logique, c'est-à-dire que on met des phrases qui disent, des phrases je dis, qui disent telle chose est garantie par la Constitution, mais on ne trouve aucun mécanisme qui permet aux citoyens d'avoir un droit garanti. Pire encore, parfois ce sont des institutions de l'État qui sont instrumentalisées pour porter atteinte à des droits dits garantis dans la Constitution. Je peux donner quelques exemples. Le droit à la grève, par exemple, ou le droit à l'activité syndicale. Dans la Constitution, on lit que c'est des droits garantis par la Constitution. Ce sont des tribunaux administratifs et en violation de la loi. On ne va pas aller jusqu'à la Constitution. En violation au Code de procédure administrative, civile et administrative, l'article 500, qui rendent des décisions qui violent ce principe fondamental. Et je peux donner beaucoup d'autres exemples. Donc, je vous dis, moi, sincèrement, au niveau de la Ligue, on ne s'attendait pas du tout à un changement dans le sens positif des dispositions de la Constitution, etc. Hier, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que vous pouvez penser, vous pouvez considérer que le peuple était désespéré de voir ce qu'on lui a proposé? J'ai dit non. On ne peut pas dire qu'on est désespéré, parce que pour être désespéré, il fallait d'abord avoir un espoir. Et après, quand on voit le résultat, on est désespéré par rapport à quelque chose qu'on attendait de mieux, mais vu l'état d'esprit dans lequel on est, on n'attendait rien du tout. Donc, pour nous, c'est un non-événement. Saleh Dabouz, oui. J'aimerais vous poser une question. Moi, je l'avoue, je suis absolument stupéfait du manque de réaction de la société civile, de tous les acteurs politiques, des journalistes, d'un peu tout le monde, j'avoue, devant quelque chose d'énormissime, mais donc que tout le monde semble ignorer, alors qu'elle est vraiment énorme. Ces dispositions qui privent les Algériens de la diaspora, ceux qui, pour beaucoup d'entre eux, ont été forcés à quitter leur pays. Ils ont été forcés de le faire. Ils ont été forcés de prendre des nationalités de leur pays d'accueil. Et dans ce texte institue une sorte de citoyenneté à deux vitesses. Je vais vous donner un exemple. Je m'excuse si je suis un peu long. En France, par exemple, il est question aujourd'hui de déchoir de leur nationalité les binationaux, ceux qui ont deux nationalités, qui sont coupables de terrorisme.
Et ça a quand même suscité un tollé au niveau de la société française. Alors que chez nous, en plus que nous sommes menacés d'être chassés à chaque fois, alors que chez nous, nous tous qui sommes à l'étranger, diaspora, ceux qui sont intéressés par des carrières politiques et ceux qui ne le sont pas, sont carrément mis à la touche, privés de leurs droits essentiels, de leurs droits humains, interdits de se présenter à la présidence, interdits de postuler à des postes de hauts fonctionnaires, et personne ne dit mot. On ne dit rien sur cette disposition qui est pourtant non seulement liberticide, qui est, je ne sais pas si le mot existe, citoyennécide. Elle institue réellement deux collèges, deux citoyennetés, un Algérien à part entière qui a tous les droits, et un autre Algérien, celui qui a eu le malheur d'être arraché à son pays et qui devient un sous-Algérien. Expliquez-moi comment il n'y a pas de réaction à une telle outrance. Je crois que pour le manque de réaction, on peut avoir deux explications. Premièrement, le régime en place a fait un programme politique depuis 1962 qui consiste à démonter et à démanteler la société et à faire disparaître toutes les valeurs. Le résultat est aujourd'hui, nous avons une société malheureusement amorphe. Les petits foyers qui résistent, qui gardent certaines valeurs, elles sont attaquées directement et on essaie de les détruire. Madame Moussoubir, qui est une éminente sociologue, a fait une réflexion qui me plaît beaucoup. Elle a dit qu'on nous a promis dans les années 70 un nouvel homme algérien qui sera le produit du système politique via l'école et tout le dispositif culturel, je dirais comme ça, vaguement. Cet nouvel homme algérien, c'est le trabendiste. Oui. Aujourd'hui, tout le monde voit qu'on active par le trabandisme. Si on veut faire de la politique, c'est du trabandisme politique qu'on fait. Si on veut faire du sport, c'est du trabandisme sport, c'est du sport par le trabandisme et c'est valable pour tous les secteurs. Aujourd'hui, entre guillemets, en Algérie, on appelle celui qui se débrouille avec des techniques de trabando. Le mot trabando est devenu un mot, c'est-à-dire qui est entré dans le jargon des Algériens. C'est cet homme-là qu'on appelle Qabs. Il veut où vous le déposez avec un peu d'argent, chouïa chipa, donc vous l'avez, il ramène des voix, il ramène, alors voilà l'homme que nous avons et voilà le type de société que nous avons. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je crois que si la société ne réagit plus à des faits et à des événements, c'est qu'elle n'a pas, la société a compris que ce n'est pas une constitution qui va apporter le plus espéré, mais la société aspire à un changement du système dans sa globalité. Et moi, je suis d'accord sur ça, c'est que on n'a pas maintenant à dire à ce système, écoutez, on veut une société comme ça, puisque la logique du système ne tourne pas. C'est une constitution faite sur mesure pour certains et sur mesure contre d'autres. Il manque que des noms et prénoms à mettre dans cette constitution. C'est-à-dire, ça m'aurait pas étonné de trouver dans la constitution, il faudrait s'appeler, si vous vous appelez un tel, vous avez un tel droit, et si vous vous appelez telle autre personne, vous n'avez pas d'autre droit. D'acquérir le nom de Nekez à mettre dans la constitution pour dire que Nekez n'a pas le droit. Restez avec nous, Salah Dabouz. Justement, j'accueille à présent Rachid Nekez. Rachid Nekez, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, merci surtout à vous pour cette invitation. Merci et à vous. Tous mes meilleurs voeux à la chaîne Al-Maghribiya pour cette année 2016 qui démarre en fanfare. Merci beaucoup. Alors, nous aussi, en guise de cadeau de bonne année, nous allons vous offrir ça.
نقول لك باللي عندك ناس باغيه ترشح للرئاسيات مثلا في 2014 كانوا مترشحين لرئاسيات في بلد اخر وفطنوا نهار قال لك نترشحوا هنا. نو، هذا نظن احترام للشعب الجزائري. Et voilà, Rachid Nekez, on parle de vous, en haut lieu. Ben, il était temps. Il était temps. Et comment qu'on parle de vous? Et comment on veut briser votre rêve, Rachid Nekez? On est en train de vous dire, vous n'êtes pas un Algérien au même titre que les autres Algériens, même si vous vous êtes délesté de cette nationalité que vous aviez acquise par le droit du sol en France, parce que vous y êtes né. Vous ne deviendrez jamais un Algérien à part entière, vous ne pourrez pas vous présenter à la présidence de la République et vous ne pourrez pas postuler à des hautes fonctions au sein de l'État. Vous savez, je viens d'une famille très simple, très pauvre à l'origine, comme des millions d'Algériens. Et alhamdoulilah, grâce aux livres, grâce aux valeurs de la famille, grâce à notre spiritualité musulmane, petit à petit, nous avons réussi à grimper les échelons de l'ascenseur social jusqu'à peut-être arriver un jour ce fameux principe de Peter qui, je le rappelle, disait en sous-titre que tout va toujours mal. Donc, à mon niveau, à titre personnel, alhamdoulilah, vous savez, quand je me suis engagé dans la vie politique algérienne, je savais à quoi m'attendre dans les grandes lignes. Je savais que ce n'était pas le paradis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai inscrit mon combat politique sur 20 ans. Et là, quand j'ai vu qu'on avait concocté spécialement la constitution algérienne pour empêcher des Algériens comme moi d'être candidats aux élections présidentielles, quelque part, j'ai pris ça comme un honneur. Je me suis dit, ah, incroyable. Ça fait 3 ans que je suis en Algérie. À aucun moment, ils m'ont parlé de moi en lieu. Ils se sont contentés de demander à la police de m'arrêter à 14 reprises. Ils se sont contentés de demander au système judiciaire de m'enfermer à 2 reprises en garde à vue. Ils se sont contentés de mettre en place 5 procédures judiciaires, 3 contrôles judiciaires, d'inventer des excuses bidons en disant que je faisais de la fitna rabdeya, ou alors récemment de la contrebande de 2 talkie-walkie parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique dans le désert algérien, et ils ont vu que ça ne marchait pas tout ça. Alors ils se sont dit, ce maqal, il faut qu'on l'arrête à l'origine, à la base, c'est-à-dire en mettant son nom quelque part dans la Constitution pour dire des gens comme lui, des gens qui ont vécu à un moment donné à l'étranger, ne pourront pas être candidats aux élections présidentielles algériennes. Mais j'aimerais dire à ces gens-là, j'ai tout mon temps, alhamdoulilah, مانيش متقلق راني صابر 10 ans, 15 ans, 20 ans, je l'ai dit et je le redis, je suis en Algérie pendant 20 ans, Inch'Allah, et ni la Constitution, ni ce directeur de cabinet du président de la République qui a été formé dans les ambassades algériennes en Afrique, ou, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, ceux qui ont joué avec la Constitution sont les responsables d'une guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en 1995, ils avaient rajouté dans la Constitution le principe de l'ivoirité qui a empêché M. Alassane Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles en 2000. Et ben à cause de cet article-là, il y a eu une guerre civile en Côte d'Ivoire et 15 ans après, M. Alassane Ouattara, malgré tout, a été élu président. Mais Rachid Nekez, au-delà de votre personne qui a été visée, vous et Ali Benouari, c'est juste qu'il ne vous a pas cité, mais il a parlé de vous deux lors de sa conférence de presse d'une façon directe. Il a donné même des détails. Mais au-delà de vos personnes respectives, comment expliquez-vous que les Algériens ne réagissent pas d'une façon saine et proportionnelle, j'allais dire, à une telle mesure, à une telle discrimination qui prive non pas 2 personnes, non pas Ali Benouari et Rachid Nekez, mais des millions d'Algériens, des millions, plusieurs millions d'Algériens qui les privent de leurs droits naturels, de leurs droits citoyens, de leurs droits humains. Alors personne ne bouge, personne ne bronche, alors que
si ce projet passe, nous allons avoir un système avec deux citoyennetés, avec deux vitesses dans la citoyenneté. Comment expliquez-vous cette quasi-indifférence de la société civile algérienne? Je crois que la première raison, c'est que les Algériens n'ont jamais cru aux élections présidentielles ou législatives. Ils savent que les jeux sont faits à la base, concoctés avec une partie des civils, une partie des militaires, et que à partir de là, qu'ils changent la Constitution ou qu'ils ne la changent pas, pour eux, dans leur âme et conscience, ça ne changera rien. C'est la raison par laquelle il y a des millions d'Algériens qui n'ont jamais pris leur carte d'électeur, et il y a des millions d'Algériens qui n'ont jamais participé à des élections. Il s'avère que depuis 3 ans que je suis en Algérie, de plus en plus de jeunes ont petit à petit commencé à faire confiance à la politique, faire confiance à certains acteurs politiques. Alors, il n'y a pas que moi, il y a par exemple Sofiane Gilani qui commence à avoir un certain écho auprès de la population algérienne, et je pense que de plus en plus il y en aura. Donc ce constat qui dit que ce n'est pas la politique qui va changer leur quotidien est à l'origine d'une forme de résignation, d'une forme d'apolitisme ambiant. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'on a créé 2 catégories de citoyens algériens. Oui, ça va être acté si cette constitution est validée. Mais j'aimerais dire que c'est aux Algériens qui vivent à l'étranger de réagir les premiers. Car il ne faut pas demander aux Algériens qui vivent en Algérie et qui sont dans une pauvreté de plus en plus grande de réagir. Ce sont les Algériens qui vivent à l'étranger, qui ont des salaires, qui ont la sécurité sociale, qui ont des voitures, qui ont des maisons chauffées. C'est à eux de réagir les premiers, notamment au niveau des ambassades algériennes à l'étranger, au niveau des consulats algériens à l'étranger. Donc c'est eux qui doivent dire « nous sommes contre cette constitution ». Rachid Nekez, avant d'en arriver, Rachid Nekez, excusez-moi de vous interrompre. Avant d'en arriver à ce que devrait être la réaction de la diaspora ailleurs, à l'étranger, à votre avis, les personnalités politiques qui espèrent pour des candidats au présidentiel ou solliciter des hautes fonctions et de hautes charges au sein de l'État, est-ce qu'ils vont se frotter les mains, de se dire « Ah, on est débarrassé de ces gêneurs » ou alors est-ce qu'ils vont, à votre avis, se solidariser avec vous, avec leurs compatriotes de la diaspora? Je vais être honnête avec vous. Oui. Merci d'être honnête avec nous. Oui. Rachid Nekaz, tout seul, a déstabilisé un régime politique depuis 3 ans. Donc vous pouvez imaginer que l'hantise suprême du régime politique actuel algérien, c'est de voir débarquer dans les années à venir 100 000 Rachid Nekaz. C'est pourquoi dès maintenant, dès 2016, et pourtant nous sommes à 3 ans des élections présidentielles algériennes, ils ont pris les devants et dans le marbre de la Constitution, ils veulent empêcher 100 000 Rachid Nekaz de débarquer dans tous les secteurs d'activité économique et politique en Algérie. Donc voilà la raison. Ils ont peur parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont frappés par le principe de Peter. Il se dit, si ce petit Rachid Nekaz, rien du tout, a réussi à nous déstabiliser, à créer, à susciter un espoir en Algérie, on ne veut surtout pas qu'il y ait 100 000 nouveaux Rachid Nekaz qui viennent des États-Unis, du Canada, d'Australie, de Belgique, d'Angleterre, d'Espagne et je ne sais où encore, qui va faire que les Ouiyahia, les Saïdani et les je ne sais qui encore vont être balayés par le vent de la modernité et de la compétence. Donc oui, ils ont une peur, mais noire, de la diaspora algérienne qui aujourd'hui vit à l'étranger et qui est évidemment plus compétente, plus expérimentée et plus en phase avec la modernité et le XXIe siècle. Donc, je reviens à vous dans un instant, Rachid Nekaz, pour vous demander justement... Ceux d'Algérie oui, ne se solidariseront pas avec les problèmes de la diaspora, notamment les cadres algériens à l'étranger. Ça, il ne faut pas y compter. D'accord. D'après vous, donc, les politiciens habituels, les habitués du sérail, vont se frotter les mains plutôt et se dire « Ah, on est débarrassé de ces gêneurs ». C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. Ils diront rien. Et d'ailleurs, il suffit juste de remarquer qu'il n'y a que Saïdani qui a réagi. Oui, en effet. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment pour vous demander ce que vous envisagez de faire pour réagir à cette discrimination et ce que vous comptez faire
pour informer notre diaspora à l'étranger de ce qu'elle vient de subir. Du moins si l'avant-projet est adopté, ce qui ne fait presque aucun doute. J'accueille à présent Iskandar Debbache, défenseur des droits de l'homme, qui est lui-même membre de la diaspora algérienne en France. Iskandar Debbache, merci d'avoir accepté notre invitation. Jamal, mes salutations à M. Debbouze ainsi qu'à M. Nekez, et je leur souhaite bonne année ainsi qu'à tous les téléspectateurs de El Magharibia et à vous-même, Jamal. Merci Iskandar. Alors, dites-nous votre impression. J'aimerais d'abord surtout sur sur ces dispositions qui discriminent gravement les Algériens qui vivent à l'étranger. Jamal, voilà ce qui se passe. Si l'on considère maintenant la légèreté avec laquelle le pouvoir a intégré ces clauses dans son soi-disant projet de constitution, et quelle constitution, là on s'aperçoit qu'il est en pleine crise de panique en réalité. Et à ce moment-là, il est entré, si vous voulez, dans une sorte de fuite en avant, où il se retrouve englué dans des sables mouvants, où plus il gesticule et plus il est en train de s'enfoncer. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez posé une question tout à l'heure, et à juste titre, sur la non-réaction des Algériens. On a parlé, j'ai entendu M. Nekez parler de résignation. Non, c'est pas de la résignation. En réalité, vous savez, les Algériens ne sont pas stupides. Les Algériens ne sont pas stupides. On peut accuser l'Algérien de n'importe quoi sauf de stupidité. Rachid Nekez n'a pas dit qu'ils étaient stupides, hein? Non. La réalité, ce que je veux dire par là, c'est que l'Algérien ne prend pas le pouvoir au sérieux. Et pour l'Algérien, c'est-à-dire pour l'Algérien moyen, c'est-à-dire le pouvoir n'a plus aucune crédibilité, en fait. C'est-à-dire, il n'est pas suffisamment sérieux pour qu'il puisse s'intéresser. Mais Iskandar, excusez-moi de vous interrompre. Si le pilote de l'avion dans lequel vous êtes embarqué va vous cracher et qu'il fonce droit sur la montagne, vous le prenez pas au sérieux? Vous dites non, de toute façon, je le prends plus au sérieux. Mais il va vous cracher. Il va vous cracher. Non, mais vous savez, la réalité, c'est que le peuple en Algérie sait parfaitement que ce pouvoir est voué à l'échec, qui va s'effondrer, que là, en fait, ce qui se passe, le pouvoir lui-même, par ce soi-disant projet de constitution, il est absolument, il a pris conscience de l'inéluctabilité de sa chute imminente. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut entraîner tout le monde dans sa chute? Provoquer une guerre civile, provoquer deux collèges, deux Algériens. C'est assez forte pour se passer de le pouvoir, parce que c'est vraiment de la folie que de créer un deuxième collège de citoyens. Mais on s'aperçoit qu'il a absolument conscience d'abord de son rejet par le peuple, et il vient de réaliser qu'il est absolument sur un siège éjectable. Mais Iskandar, je vais vous poser une question directe. Dans cette émission, nous avons pris l'habitude de parler sincèrement, directement, droitement. Je vais vous dire, personnellement, oui. Je n'ai aucune ambition politique. Aucune. On me l'offrirait sur un plateau que je n'en voudrais pas. Au contraire. Mais j'ai ressenti ces dispositions comme une brûlure. Comme si on était en train de nous dire, non, vous n'êtes plus des Algériens. Vous, on n'en a rien à faire de vous. Vous restez dans ces pays où vous avez... Alors que la plupart des gens comme vous et moi avons été forcés de quitter notre pays. Nous avons été arrachés à notre pays. Nous avons été obligés de partir, la mort dans l'âme. Et les mêmes gens qui nous ont fait partir nous disent aujourd'hui, ah non, vous ne pouvez pas être comme nous parce que vous êtes partis. C'est ça que je voulais vous dire, Iskandar. Vous n'avez pas ressenti ça comme une brûlure, comme une insulte, comme une déchéance? On s'aperçoit que ces dispositions ont été prises dans une crise de panique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ils vont l'adopter, ce projet. Il va devenir la constitution du pays. Ce projet, il va devenir la constitution du pays.
et ils vont pouvoir vous rejeter de façon directe au nom de la loi fondamentale du pays. Les actuels gouvernants ont pratiquement une sorte de pouvoir, disposent d'une sorte de pouvoir absolu sur l'Algérie. Ils font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils prennent les décisions qu'ils veulent. Nous avons affaire à un pouvoir qui est devenu fou. Qui est devenu fou au point de faire la différence entre les différentes composantes de la société, de considérer certains comme éligibles alors que d'autres seront inéligibles. On prend par exemple cette disposition sur la langue amazigh. Bon, Iskandar, vous pouvez en parler, mais de façon un peu, vous allez survoler. Pourquoi? Parce que nous allons en discuter demain en profondeur. Mais si vous voulez dire quelque chose, mettre un peu, dire votre avis sur la question sans trop vous étaler, allez-y, je vous en prie. Oui, en fait, ce qui se passe, bon, moi personnellement, au contraire, vous savez ce que disait Paul Valéry, la richesse vient de la diversité et la mazérité est une des composantes de notre culture. Oui. Donc, sans contester son importance, l'officialisation de la langue amazigh n'est pas une décision à prendre avec autant de légèreté. Elle doit faire au minimum l'objet d'une étude de faisabilité, doublée d'enquêtes sociologiques, etc. Ce qui pourrait prendre des mois, voire parfois des années avant son adoption par voie de référendum. Or, là, nous assistons à une prise de décision comme ça entre le fromage et le dessert, qui n'a absolument rien d'une mesure conforme à un projet de société réfléchi et dans un minimum de cohérence. Là, on sent que c'est une disposition qui a été adoptée dans la panique, c'est-à-dire soit pour calmer la Kabylie parce qu'ils savent qu'il s'agit en l'occurrence d'une région frondeuse, ou alors ce qui serait encore beaucoup plus grave, c'est qu'il utilise cette disposition à des fins justement de créer le chaos et de provoquer un affrontement ethnique, ce qui est encore infiniment plus grave. Voilà, Jamal, concernant la mazérité. Et la plupart des clauses qui ont été adoptées dans ce soi-disant projet de constitution ne démontrent une seule chose, c'est la panique du pouvoir. Rien de plus. Est-ce que, d'après vous, cette mesure d'officialisation de la mazérité consisterait à diviser les Algériens plutôt que de les unir? Je le crains, oui. Je le crains. D'accord. Je crains qu'il y ait derrière cela des dessins beaucoup plus macabres et infiniment plus pernicieux. Restez avec nous, Iskandar Debbache. Je reviens à Salah Dabbouz. Salah Dabbouz, pour rester dans cet aspect de la déchéance, j'allais dire, de la déchéance des Algériens de la diaspora, de leurs droits qui auraient dû être les plus imprescriptibles. Vous, en tant qu'avocat et en tant que grand militant des droits de l'homme, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire pour arrêter le massacre, pour dénoncer, pour alerter nos compatriotes sur la gravité de ces dispositions? Alors écoutez, les Algériens de la diaspora, les gens qui vivent en France, on a l'impression qu'ils sont bons pour jouer à l'équipe nationale et marquer des buts, et en ce moment-là, on dit d'eux, ce sont des Algériens à part entière, mais ils ne sont pas bons pour faire autre chose. C'est-à-dire quand il est question de les ramener en tant que footballeurs pour faire l'équipe algérienne, pour aller dans les rencontres internationales, ce sont des Algériens. Sortis du football, ce sont des moitiés d'Algériens. C'est-à-dire quand on veut exploiter le football à des fins politiques pour calmer le peuple, on ne trouve pas mieux que de bons Algériens qui jouent très bien au football en France, et ceux-là, ils sont des Algériens à part entière. On les ramène et on en fait une équipe, et on crie sur tous les toits que voilà, ce sont nos enfants de l'Algérie, et on est parti au mondial avec eux. Mais pour autre chose, ce ne sont pas des Algériens. Écoutez, dans la Constitution, c'est pas seulement la résidence. Il y a, dans ce projet, il y a une disposition qui dit que si vous avez été d'une autre nationalité, c'est-à-dire c'est même pas si vous êtes d'une autre nationalité, si un jour vous étiez d'une autre nationalité, si vous êtes algérien et qu'un jour vous étiez d'une autre nationalité, vous n'avez pas le droit de postuler. Alors,
Aujourd'hui, un groupe au pouvoir, après une décision de dire que ceux qui vivent à l'étranger, ils sont bons à exploiter, mais ils n'ont aucun droit citoyen que ont les droits, les citoyens qui vivent en Algérie, en attendant que d'autres décisions qui vont concerner peut-être d'autres Algériens qui vivent en Algérie pour une raison ou pour une autre, pour officialiser l'exclusion qui est pratiquée. Et ça, donc, moi je pense que ce projet de constitution, il vient de montrer aux gens qui peut-être n'ont pas encore compris que nous avons un régime politique qui, son seul souci, c'est de rester en place et c'est d'empêcher que n'importe quel Algérien arrive au pouvoir pour peut-être changer la situation. Si le danger vient de l'extérieur, on est prêt à mettre des dispositions pour empêcher ces gens-là qui sont, on l'a vu, on les a vus, c'est pas pour leur jeter des fleurs. Ce sont des gens qui savent faire de la politique, de la vraie politique et de terrain. Alors, et apporter de nouvelles idées. Si il commence à constituer un danger, on peut mettre des dispositions à la Constitution, dans la Constitution, pour les empêcher d'arriver à des centres de décision. Mais d'après vous, Salah Debbouz, la société civile, dont vous-même, en tant que représentant d'une ligue pour les droits de l'homme, en tant qu'avocat, en tant que juriste, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous comptez entreprendre contre une telle discrimination? Mais écoutez, nous, on dit, c'est pas de la démagogie ce que je vais dire, mais on ne cesse de dire qu'il faut changer tout le système politique. Ce système politique, il nous produit ça, il va le produire pire, il va nous mener vers, qui m'a compté trop tout à l'heure, vers une guerre civile. C'est le même topo des systèmes politiques qui ont emmené la Syrie et la Libye vers le chaos. Maintenant, il s'agit de construire un rapport de force de la société civile, des gens qui veulent sauver le pays, favorable pour faire, pourquoi pas, ce qui a été fait en Tunisie. C'est ça le défi à lever. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas une baguette magique, c'est pas une formule, comment je vais dire, moi, c'est pas une formule qu'on va prescrire. C'est d'abord une prise de conscience et occuper le terrain. Il faut occuper le terrain. Il faut sensibiliser. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas baisser les bras. Restez avec nous, Salah Debbouz. Restez avec nous. Rachid Nekaz, vous êtes avec nous. Je suis avec vous, c'est Jamal. Dites-moi, quand vous prenez que la France, par exemple, que la France où il y a le plus d'Algériens, 5 millions. Vous prenez par exemple les médecins algériens qui sont installés en France. Et ils sont, en termes de statistiques, les médecins étrangers qui sont en deuxième position au niveau de la France. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont arrivés en deuxième position après je ne sais pas quelle autre nationalité. 50% des urgentistes. Voilà, et dans 100% des urgentistes. En plus des chercheurs, des hommes d'affaires, des universitaires, des intellectuels en tout genre, qui sont des dizaines de milliers aujourd'hui, qu'on prive comme ça, du jour au lendemain, de leurs droits les plus élémentaires, alors qu'il y a eu un tel tollé en France, lorsque la France a voulu passer, et c'est encore en cours, cette loi pour déchoir les étrangers binationaux auteurs d'actes terroristes. Là, il y a un véritable tollé. Et ce qui se passe maintenant en Algérie, en matière de ces dispositions, tout le monde reste tranquille, personne ne branche, y compris et surtout les Algériens de la diaspora. Et c'est là où je voulais en venir. À votre avis, est-ce que les Algériens de la diaspora vont réagir à cette, j'allais dire, à cette forfaiture, à cette atteinte, à cette discrimination, à ce, j'allais presque dire, à ce racisme? Oui, c'est une constitution raciste. Hein. Je l'ai écrit et je partage votre point de vue là-dessus. Je vais être très clair. Il y a 7 millions d'Algériens à l'étranger. 7 millions. Si c'est 7 millions d'Algériens
ne sont pas capables de réagir devant toutes les ambassades d'Algérie à l'étranger, devant tous les consulats algériens à l'étranger, j'aimerais dire tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'Algérie. Donc c'est de leur responsabilité de réagir, de se mettre d'accord sur une journée d'appel et de rassemblement. S'ils ne le font pas, tant pis pour eux. Et s'ils le font, je dis machallah. Mais c'est de leur responsabilité. Mais ça s'organise, ça, Rachid Nekaz, vous le savez bien. En politique, il n'y a pas de réaction spontanée de peuple entier ou de communauté entière qui va dans le même sens. Ça se prépare, ça s'organise, ça s'orchestre, j'allais dire. C'est Jamal Din, ce ne sont pas des analphabètes. Pour la majorité d'entre eux, les Algériens qui ont quitté l'Algérie dans les années 90, c'est tous des cadres. Ils sont médecins, comme vous l'avez dit, ils sont chercheurs, ils sont universitaires, ils sont entrepreneurs, ils sont avocats. Alhamdoulilah, il y a de la matière grise. C'est à eux de se rassembler, de s'organiser et de se mettre d'accord sur un jour. Est-ce si difficile de se dire, par exemple, je vais prendre mon cas, le 23, Inch'Allah, le 23 janvier à 15h, j'organise une conférence de presse ouverte à la Grande Poste à Alger. Voilà, j'ai pris cette décision avec le staff qui m'entoure. Qu'est-ce qui empêche les Algériens... Vous avez été autorisé, par les pouvoirs publics, si on peut les appeler comme ça? Ça fait 3 ans que je suis en Algérie non-stop. Je n'ai jamais demandé d'autorisation pour quoi que ce soit et c'est pas aujourd'hui que je vais la demander. Je suis un citoyen libre dans mon pays. J'ai renoncé à ma nationalité française et je ne demanderai jamais une autorisation ni pour marcher dans mon pays, ni pour m'exprimer dans mon pays, ni pour sillonner les 48 wilayas de mon pays et ni pour organiser une conférence de presse sur la place publique dans mon pays. Et ça, je ne le ferai jamais car je suis un citoyen responsable qui appelle pacifiquement à un changement dans notre pays. Je ne suis pas là pour faire ni la fitna, ni la guerre civile dans mon pays. Et s'il compte là-dessus, je ne suis pas la bonne personne. Donc oui, je maintiens cette conférence de presse ouverte à Alger, à la Grande Poste, le samedi 23 janvier à 15h. Et j'espère qu'en France notamment et à l'étranger, il y aura des milliers de personnes de la diaspora qui va réagir contre l'article 51 de cette nouvelle constitution, qui est une constitution raciste et qui va priver les Algériens de la diaspora d'exercer éventuellement des postes de responsabilité politique en Algérie. Donc c'est à eux de réagir. Rachid Nekaz, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Iskandar Debbache, le mot de la fin vous revient. Donc j'aimerais que vous restiez dans ce volet de ces dispositions qui privent les Algériens de l'étranger de leurs droits les plus imprescriptibles et qui en font des Algériens de deuxième catégorie. Jamal, je suis entièrement d'accord avec Rachid Nekaz et je suis là pour l'appuyer dans toutes les actions qu'il envisage, que ce soit devant les ambassades, consulats ou autres, et toute représentation algérienne à l'étranger. Je crois qu'il va falloir réagir et œuvrer surtout à ce que les Algériens réagissent contre ces dispositions. C'est maintenant et plus que jamais qu'il va falloir ouvrir les yeux. Le pouvoir se sait sur le point de s'effondrer et il est prêt à n'importe quelle compromission pour perdurer encore quelques temps. C'est-à-dire le temps de se mettre à l'abri. Ils ont encore trop d'intérêt en Algérie et espèrent en sauver le maximum. Ce à quoi nous assistons ressemble beaucoup aux effets extérieurs visibles d'une crise de panique à l'intérieur du sérail et c'est là qu'il faut être vigilant et j'appelle les Algériens à ne pas se laisser entraîner dans n'importe quoi et préserver surtout à préserver leur unité. Voilà, Jamal. Merci Iskandar Debbache, merci Salah Debbouz, merci Rachid Nekaz. Cette émission est donc terminée. Demain, nous aborderons le volet ô combien délicat, ô combien volatile, ô combien explosif de l'amazirité, de l'officialisation de l'amazirité. Nous essayerons d'ouvrir le standard en deuxième partie de l'émission pour permettre à nos téléspectateurs de s'y exprimer. Et je rappelle qu'à la fin de cette série d'émissions sur cet avant-projet de la Constitution, nous consacrerons une émission pleine et entière à nos téléspectateurs à qui nous donnerons la parole. Merci beaucoup. Tsbaou la khair. Salam alaikum.